Je me présente, je suis Madame Sogoba Jacqueline Konaté, maître de conférence à la Faculté des sciences et techniques de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Je suis au département de mathématiques et informatique où j'enseigne depuis 2012 les disciplines informatiques. Quelle définition je donne à l'informatique? Pour moi, pour faire assez simple, je dirais simplement que l'informatique, c'est la science de l'information. Parce qu'on a information dans informatique. Donc la science du traitement automatique de l'information. Donc c'est assez vaste, ça inclut beaucoup de choses, mais pour résumer, tout simplement, je dirais c'est la science de l'information. Alors, qu'est-ce qui me passionne dans l'informatique? C'est justement ce côté qui consiste à traiter de façon automatique, rapidement et presque instantanée l'information, la diffuser, la rendre accessible à tout le monde et aller chercher vraiment des données, les traiter, les présenter d'une manière assez digeste pour que ce soit exploitable. Donc ce côté me passionne beaucoup et je suis dans le domaine du génie logiciel et l'analyse de données. Je conçois assez souvent des applications qui aident les gens à pouvoir recueillir les données, organiser leurs données dans le cadre de leur activité professionnelle pour que ce soit exploitable assez rapidement et pour augmenter l'efficacité et l'efficience des travailleurs. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans les temps qui courent parce que les choses avancent assez vite. On est dans l'instantanéité avec les technologies de l'information et de la communication. Les gens n'ont plus la patience d'aller fouiller tout le temps dans les dossiers physiques, etc. Donc il faut tout mettre dans un format qui est exploitable facilement et qu'on peut partager assez rapidement avec les autres. Et prendre des décisions, c'est surtout ça le côté très pragmatique. Donc les sciences de l'information et de la communication sont des supports pour la prise de décision. Donc ça donne des tableaux de bord aux décideurs assez rapidement et ça c'est quelque chose d'assez important. Donc j'ai choisi l'enseignement parce que d'abord je voulais faire l'informatique depuis que j'ai eu le bac. J'ai choisi l'informatique. Au départ c'était pour être ingénieur, mais au cours de mes études en France, j'ai eu l'opportunité de pousser assez loin les études pour aller faire le doctorat. Et donc naturellement, bon, quand on fait le doctorat assez souvent, c'est qu'on se destine à la recherche ou à l'enseignement. Donc c'est quelque chose que j'ai aimé. J'ai fait une thèse, j'ai aimé la recherche et l'enseignement. Donc quand je suis rentré au Mali, donc j'ai intégré la fonction publique à travers le concours de recrutement des assistants en 2011. Et après toutes les procédures, j'ai été intégré à partir de janvier 2012. J'ai pris service en février 2012 et à travers mon expérience, également, j'ai rencontré pas mal d'étudiants qui avaient la passion d'apprendre, qui avaient la faim et la soif de découvrir l'informatique. Ils étaient très émerveillés par tout ce qu'ils faisaient avec moi. Donc là, ça m'a encore beaucoup encouragé de continuer à donner dans ce domaine et je suis très contente de voir que beaucoup de mes étudiants sont devenus de grands ingénieurs aujourd'hui, des grands développeurs dans les entreprises et assez souvent je reçois des messages de reconnaissance venant d'eux en disant « Madame, vraiment nous vous remercions pour cette passion de l'informatique que vous nous avez transmise. Merci pour tout ce que vous nous avez aidé à apprendre. » Et moi, je pense que c'est merveilleux.
En plus de ça, je pense que mon pays a vraiment besoin d'enseignants dans ce domaine pour former sur place des meilleurs, parce qu'on a beaucoup d'informaticiens maliens à travers le monde, mais qui sont pas sur place. Parce que, comme vous le savez, l'informatique est très demandée aujourd'hui. Les ingénieurs en informatique à travers le monde, même dans les grands pays, sont recherchés. Donc, quelqu'un qui est formé en informatique, il ne chôme pas, où qu'il soit. Et même dans la Silicon Valley aux États-Unis, ils vont recruter jusqu'en Inde des développeurs informatiques. Ils attirent les ingénieurs du Maghreb un peu partout. J'ai lu il y a pas longtemps un article qui dit que la Tunisie a besoin dans les années à venir de plus de 4000 ingénieurs en informatique pour vraiment soutenir ces réformes. Donc je pense que c'est aussi le cas du Mali. Nous avons besoin de beaucoup d'informaticiens. Je peux vous dire que mes étudiants, même de licence, avant même qu'ils finissent leurs études, ils obtiennent du travail dans les startups ici, dans les entreprises. Donc c'est un domaine qui recrute massivement aujourd'hui. Donc j'encourage beaucoup les jeunes à aller vers ça s'ils veulent éviter le chômage, parce que les jeunes sont très touchés par ça aujourd'hui. Et on a la chance qu'il y a un secteur qui recrute énormément aujourd'hui, donc il faut encourager les jeunes à aller vers ça. Donc quand on encourage les jeunes à aller vers une discipline, il va de soi que la demande aussi en enseignant dans cette discipline augmente. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai vraiment choisi de rester aujourd'hui dans l'enseignement, parce que je trouve que j'ai ma place là-bas aujourd'hui. D'accord. Les difficultés que je rencontre présentement sont, bon, déjà en tant qu'enseignante, je trouve que on a moins de moyens pour bien assurer nos enseignements. Assez souvent, nous sommes dans les problèmes de salles de TP. Les étudiants sont de plus en plus nombreux. On n'a pas suffisamment de salles de machines pour pouvoir leur faire des TP. Ça, c'est une difficulté. Et aussi, on est obligé, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants, de prendre en charge plusieurs UE. Donc, c'est très fatigant de pouvoir préparer 3, 4 UE. Un seul enseignant prend tous en charge. C'est pas facile. Donc, j'encourage les autorités à recruter massivement au niveau de l'enseignement supérieur dans les sciences et technologies, particulièrement au niveau des technologies, pour que vraiment on puisse former le maximum de jeunes. Alors, si on a des jeunes très compétents dans les sciences et technologies de l'information au Mali, on peut être sûr qu'on peut développer localement une industrie du numérique qui va attirer des investisseurs. Parce que beaucoup d'autres pays en Afrique ont vraiment misé sur ça. Il y a le Kenya, il y a le Rwanda. Aujourd'hui, il y a des grandes multinationales de l'Occident qui viennent dans ces pays pour sous-traiter une partie de leur activité, parce que ces pays ont mis les moyens pour former des jeunes capables, compétents, reconnus selon les normes internationales. Donc ça attire beaucoup les investisseurs. J'aimerais que nos autorités misent également sur les sciences et les technologies en investissant massivement dans la formation des formateurs, en recrutant des enseignants de qualité dans ce domaine et en mettant sur le marché des ingénieurs, des développeurs, des techniciens compétents qui sont reconnus, et ça va attirer vraiment des investisseurs, ça va créer de l'emploi localement, et ça va générer beaucoup de richesses. Donc voici grosso modo les difficultés que nous avons, des moyens vraiment pour mener une politique efficace pour la formation de nos éléments. Les solutions envisageables pour les problèmes que je viens de citer, moi je pense que chacun peut faire quelque chose à son niveau, mais lorsque les autorités décident de prendre à bras le corps un problème, ça crée toute une différence. Alors, je voudrais d'abord que les autorités de ce pays, à commencer d'abord par les autorités de l'université, puis ensuite le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, jusqu'au Premier ministre et président de la République, je leur demande vraiment de mettre l'accent
sur les sciences et technologies au Mali, de mettre en place une stratégie, vraiment une stratégie nationale pour promouvoir ces domaines, parce que c'est là vraiment que le Mali va trouver son salut. Et chaque jour on dit on est en train de lutter contre le chômage, on est en train de faire ceci, cela. Ça passe vraiment par la promotion de la science et des technologies, parce que c'est là que les créations d'emplois se passent le plus souvent à travers le monde. Il y a qu'à voir même la carte du monde par rapport à ça. On voit que c'est là qu'il y a beaucoup plus de demandes. Même en Occident, il y a beaucoup de reconversions professionnelles vers les métiers du numérique. Donc aujourd'hui, nous gagnerons énormément à ce que l'État vraiment mette en place une politique avec les moyens, les budgets qu'il faut pour développer le numérique au Mali. Donc, chacun peut faire ce qu'il veut, les enseignants peuvent faire ce qu'ils peuvent, mais pour vraiment créer la différence, pour donner un coup de pouce qui va porter du fruit, il faut que les plus hautes autorités de ce pays mettent en place un programme spécial pour la promotion du numérique au Mali. Et ça doit passer par les universités, les écoles d'ingénieurs qui doivent former les jeunes pour ça. La question, qu'est-ce que ça fait d'être la première femme docteur en informatique au Mali? Bon, honnêtement, moi, ça me dit pas grand-chose. Je pense que toute chose doit commencer par la première fois. Et c'est pas extraordinaire pour moi. Simplement, bon, je me dis si on est précurseur quelque part, il faudrait tout faire pour aider les autres également à emboîter nos pas, pour donner envie aussi aux autres. Donc je pense en choisissant l'enseignement, j'ai réussi cela. Mon souhait est qu'il y ait des dizaines, voire des centaines d'autres jeunes filles et même des garçons qui leur emboîtent le pas, qui puissent embrasser vraiment l'informatique, pousser loin les études et venir renforcer le rang des enseignants ici à la faculté des sciences et techniques ou dans d'autres universités du Mali. Parce qu'on a énormément de défis à relever. On doit créer dans chaque grande ville du Mali une faculté des sciences et des techniques. Or, aujourd'hui, la seule faculté des sciences et techniques que nous avons ici à Bamako n'a même pas suffisamment de ressources sur lesquelles s'appuyer. Donc, il nous appartient de former des gens pour qu'après, eux puissent aller relever les défis à Kay, à Koulikoro, à Sigasso, à Ségou, à Tombouctou, à Mopti, à Kidal, à Tessalit. Partout au Mali, on doit avoir des grandes écoles d'ingénieurs, des facultés de sciences et de techniques. Donc, ce travail, il doit commencer depuis aujourd'hui. Donc, je suis inscrite dans cette logique de promouvoir l'informatique jusqu'à ce niveau-là. Qu'est-ce que je conseille à une étudiante qui veut suivre mes traces? Je dirais que déjà toutes les étudiantes qui m'ont côtoyée et qui m'ont dit « Madame, nous voulons être comme vous », je leur ai dit « Vous allez me dépasser ». Simplement parce que je crois que quand on a un modèle, moi je le crois sincèrement pour l'avoir vécu, quand on a un modèle, on dépasse toujours son modèle. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Toutes les personnes qui m'ont inspiré quand j'étais jeune et que je prenais pour modèle, je peux dire que au moins j'ai pu atteindre ces personnes, leur niveau, parce que j'avais un idéal, j'avais un modèle et je me faisais le devoir de suivre ce modèle. Et j'ai vu ça dans la vie de beaucoup de gens. J'ai vu plusieurs personnes qui ont bien réussi et qui étaient mes modèles. Et quand j'ai regardé, j'ai lu leur biographie, j'ai vu que eux aussi avaient des modèles que moi je n'ai pas connus. Ça veut dire que
eux, ils ont été plus renommés que leur modèle. Donc la vie, c'est comme ça. Il faut toujours viser un objectif. Quand on vise un objectif, en général, on dépasse toujours cet objectif-là. Ne pas avoir d'objectif, c'est pas une bonne chose. En avoir, c'est très bien parce que non seulement on va atteindre ces objectifs, mais on va les dépasser. Je dis toujours aux étudiantes, si c'est moi que vous prenez comme modèle, sachez que vous allez me dépasser. Parce que les gens que j'ai pris comme modèle, je les ai dépassés. Et eux aussi, ceux qu'ils ont pris comme modèle, ils les ont dépassés. Parce que moi, je n'ai pas connu leur modèle. Mais eux, je les ai connus. Ok? Ceux qui me prennent pour modèle aussi, ils vont toujours me dépasser. Donc c'est ça aussi mon souhait pour eux. Et j'encourage vraiment les jeunes filles à choisir les filières technologiques parce que vraiment c'est des filières d'avenir. Qu'est-ce que je pense du concept de l'auto-formation? Je pense que c'est quelque chose de très très réel et qui n'a pas commencé contrairement à ce que les gens pensent aujourd'hui, mais qui a été facilité grâce au progrès des technologies de l'information et de la communication parce que chacun a aujourd'hui un ordinateur, un smartphone avec lequel il peut se connecter à la toile pour accéder à des ressources éducatives. D'ailleurs, les spécialistes en pédagogie disent que en réalité, seulement un tiers des élèves ont besoin d'enseignants pour les aider à apprendre. Un autre tiers n'a pas vraiment besoin d'enseignants. Ce sont des gens qui ont la capacité d'apprendre par eux-mêmes, d'aller chercher dans les livres, etc., des choses dont ils ont besoin pour avancer. L'autre tiers, quel que soit ce que l'enseignant fera, l'autre tiers ne va pas bouger. Il y a des études qui ont révélé cela. Donc, c'est important que les gens soient d'abord à la base formés à se former eux-mêmes. Parce que quoi qu'on fasse, on a toujours besoin d'apprendre à lire et à écrire à travers quelqu'un. Mais au-delà de ça, chacun doit avoir la capacité d'aller à la recherche de la connaissance. Donc c'est l'auto-formation qui démarre comme ça. Parce que l'enseignant, quoi qu'on fasse, il va être toujours limité dans le temps. Il ne donnera que l'essentiel en classe. Il appartient maintenant à l'apprenant d'aller chercher, d'aller fouiller dans les livres, sur Internet, etc., des choses qui le passionnent pour apprendre. Et quand c'est comme ça, on voit que le résultat est impressionnant. Donc les gens qui se limitent à ce qu'on leur dit en classe, ce sont les gens qui n'avancent pas beaucoup. Mais ceux qui vont toujours au-delà de ce qui est dit en classe par le prof, qui vont chercher sur Internet pour même vérifier ce que le prof dit parfois, parce que le prof peut se tromper. Ceux qui vont dans les livres pour apprendre plus encore, ce sont les gens qui vont avancer, qui seront toujours au-dessus des autres par rapport à l'acquisition du savoir. Donc l'auto-formation, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est là depuis longtemps, mais aujourd'hui qui est devenu facile parce que les technologies de l'information et de la communication ont démocratisé l'accès au savoir. Personne n'a d'excuse aujourd'hui en disant je n'ai pas de livre dans ceci, je n'ai pas de ressources pédagogiques dans cela. Il y en a en libre accès sur Internet et qu'on se partage assez souvent sur les réseaux sociaux. Donc celui qui est réellement intéressé par ça, il y a des vidéos pédagogiques, il y a des livres sous le format numérique, il y a des exercices corrigés un peu partout. Donc celui qui est passionné, il va y arriver forcément aujourd'hui. Est-ce que j'ai un appel à lancer à l'endroit de la jeunesse? Oui, bien sûr. Parce que je suis jeune moi-même et que je pense que notre pays aujourd'hui a besoin des jeunes. Je le dis pas parce que on a l'habitude de le dire, mais parce que je le crois réellement. Ce pays, comme tout autre pays, repose sur sa jeunesse. Donc, jeunes, formons-nous, lèvons-nous et formons-nous. La connaissance est une arme très très puissante. Nelson Mandela l'a dit, que c'est l'arme la plus puissante.
Et nous devons y croire en allant nous cultiver. On doit chercher à acquérir le savoir, particulièrement les compétences scientifiques et technologiques. Nous devons nous armer avec ça. Donc nous devons nous armer de sciences et de technologies pour mettre au point des solutions pour les défis de notre temps et de notre époque, de notre espace dans notre pays. Alors, j'écoutais il y a quelques années une émission à la radio où on parlait de dialyse. Donc, les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale, qui sont dialysées. Donc, il y a une association au Mali qui s'appelle l'association des dialysés. Ils étaient en train d'exposer leurs problèmes. Ils disent que parfois, quand ils arrivent au point G, là où il y a les machines de dialyse, on trouve que bon nombre d'entre ces machines sont en panne. Donc, les gens sont là, ils attendent le rang. Et il arrive qu'on amène des cas très critiques, on débranche certains pour brancher les cas critiques. Et les machines qui tombent en panne, malheureusement, en tout cas à l'époque, il n'y avait pas quelqu'un au Mali capable de réparer ces machines-là. Ce jour, j'étais très très triste par rapport à cette réalité. Voir qu'on a beaucoup d'ingénieurs au Mali qui, pour certains même, chôment, des techniciens, et que pour des problèmes assez urgents, assez concrets, on n'a pas de compétences locales pour résoudre ça, c'est très triste. Pour moi, c'était pas par manque de compétences, c'était par défaut d'une politique nationale vraiment qui vise à rendre disponibles certaines compétences sur place au Mali. Là, les jeunes sont interpellés. Quand j'entends une telle émission, si je suis encore étudiante, je me ferai le serment intérieur de me former pour que ces machines-là, moi, je sois capable de les réparer dans les jours, les mois, les années à venir. Qu'on n'ait pas besoin d'aller prendre quelqu'un dans son pays et de lui dire « le Mali entier a besoin de toi » parce qu'il n'y a personne au Mali qui puisse réparer une machine de dialyse. Personnellement, nous devons être interpellés par ça. Quand on écoute l'actualité, quand on entend des problèmes, on doit s'assigner personnellement des missions pour ce pays-là. Il n'y a personne au Mali capable de faire ça. Et moi, je suis encore étudiant, où je n'ai pas encore choisi quelle étude je vais faire. Je dois me faire le serment intérieur de résoudre ce problème un jour pour mon pays. Même en ne comptant pas sur l'État. On me dit, telle maladie, il n'y a pas de spécialiste au Mali capable de soigner ça. Quand les Maliens souffrent de ça, soit ils meurent, s'ils n'ont pas les moyens, ou ils sont obligés de prendre l'avion pour aller se soigner au Maroc, en Tunisie, s'ils ont les moyens, parce qu'au Mali, il n'y a aucun spécialiste capable de soigner telle maladie. Si je suis étudiant en médecine, jeune étudiant en médecine, je me ferai le serment intérieur de faire des études sérieusement pour être capable de soigner telle maladie. Parce que si je fais ça, il n'y a pas de raison que je n'ai pas les occasions réellement pour me former dans ça. Les portes s'ouvriront d'une manière ou d'une autre. Parce que mon rêve, ma visée est assez noble. Et parce que qui veut, peut. Donc, l'appel que je lance à la jeunesse malienne, quand vous observez, vous sortez en ville, regardez qu'est-ce qui ne va pas. Donnez-vous des missions. Donnez-vous pour mission d'être une solution. Et non pas passer le temps à causer et même à dire « Ah, ce pays ne va jamais changer ». À ne pas maudire ce pays, à ne pas dire que ah, je vais aller dans tel autre pays parce que mon pays est condamné à rester tel qu'il est. Il ne va pas changer. Là où vous voulez aller, il y a des gens qui se sont levés pour bâtir là-bas. Donc je pense que individuellement, à chaque niveau, nous avons des décisions à prendre.
sans trop compter sur qui que ce soit, encore moins l'État. Parce que si chacun fait une prise de conscience à son niveau, la tâche sera beaucoup facilitée aussi au niveau des autorités. Mais quand il n'y a pas de prise de conscience, quel que soit ce qu'on fera au sommet, ça ne va pas marcher. Donc l'appel que je lance à la jeunesse, vu la fraîcheur de la jeunesse peut prendre de nouvelles résolutions. La jeunesse peut identifier les problèmes et se dire, voilà, je veux être une solution pour ça. Je veux sortir des problèmes. Je ne veux plus être élément du problème, je veux être élément de la solution. Donc je lance un appel à la jeunesse vers ça. Merci.